Et je passe tout de suite le micro à Jean-Christophe Picard, qui est le président de notre association. Mesdames et messieurs, je ne peux m'empêcher de vous faire part de ma fierté de vous accueillir ici, dans ma ville, à Nice, pour l'université d'Anticor. Je tiens tout d'abord à vous signaler que si Anticor organise son université à Nice, ce n'est pas uniquement pour faire plaisir au président, mais c'est aussi, comme l'a rappelé Jean-Noël, c'est parce qu'on a un groupe local ici particulièrement étoffé et particulièrement dynamique. Et je remercie encore une fois Gilles Rénéro et Jean-Noël Falcou de l'animer avec tellement de talent. Merci tout particulièrement à Jean-Noël Falcou qui, un petit peu comme l'armée, a été désigné volontaire pour organiser notre université et qui l'a fait avec beaucoup d'enthousiasme. Au final, j'espère que personne ne m'en voudra de vous avoir fait venir à Nice goûter au soleil. J'avais écrit mon discours hier, donc c'est pour ça, hier c'était bon, mais là, aujourd'hui un peu moins. Si je suis fier de vous accueillir à Nice, c'est qu'il y a 16 ans de cela, en 2000, j'avais modestement créé un petit club de réflexion, sans prétention, qui réfléchissait sur l'éthique et la politique, à Nice. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré une jeune femme qui s'appelait Séverine Tessier et qui m'a proposé de fonder, avec elle, avec Éric Alphen et d'autres, une association d'envergure nationale qu'on appellerait Anticor. Et je crois qu'on peut vraiment souligner que c'est Séverine Tessier, sa passion, sa fougue, son enthousiasme, sa foi, celle qui fait déplacer des montagnes, et des montagnes on en a déplacé, c'est tout cela qui a permis à Anticor de se constituer, d'exister et de grandir, puisqu'aujourd'hui nous avons 1500 adhérents. En plus, Séverine Tessier, entre-temps, est devenue niçoise, c'est vous dire à quel point c'est quelqu'un de bien. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais Nice n'a pas été épargnée par les affaires de corruption. Vous ne le saviez pas. Nice, en effet, a été précurseur en matière de prise illégale d'intérêt. À l'époque, ça s'appelait encore ingérence. Nice a été précurseur en matière de gestion de faits. Le premier élu démis d'office de ses fonctions pour gestion de faits, c'est chez nous, en 1996. Nice a été précurseur en matière de remises gracieuses accordées à des élus, pourtant condamnés à rembourser la ville. Plus récemment, le droit pour une ville de pouvoir donner le nom d'une rue ou d'une place à une personnalité maintes fois condamnée a été dûment acquis devant la Cour administrative d'appel de Marseille suite à la décision du Conseil municipal de Nice d'attribuer le nom de Jacques Médecin à une place. On n'est quand même pas peu fiers. A l'inverse, ne cherchez pas le nom de Max Cavaglione sur une plaque de rue, puisque la municipalité a refusé de lui donner un tel hommage. Max Cavaglione, c'est celui que Nice Matin avait surnommé le tombeur de Jacques Médecin. Vous imaginez bien qu'il n'a pas sa place à Nice, malgré le fait qu'expert comptable de profession, il avait permis à la ville et aux Niçois d'économiser des millions et des millions. Mais au moins, quelle belle revanche d'organiser ici à Nice l'université d'Anticor. Mais qu'est-ce qu'Anticor finalement? Anticor, c'est tout d'abord un réseau. Avant les militants anticorruption, à l'image d'ailleurs de Max Cavaglione, qui était, je pense, de cette génération-là, ces militants-là étaient isolés, soumis à des pressions, des intimidations. Il était relativement facile, finalement, de les neutraliser. Aujourd'hui, avec Anticor, les lanceurs d'alerte, les militants anticorruption sont reliés et solidaires. Par exemple, Jean-Noël Falcou est cité à comparaître pour diffamation dans l'affaire dite du port de Golfe-Juan. Anticor est là pour le soutenir, y compris financièrement. Vous comprenez bien qu'avec une telle organisation, il est aujourd'hui beaucoup plus difficile d'impressionner, d'user, voire de ruiner un lanceur d'alerte. Anticor est également une organisation décentralisée, Jean-Noël vous en a un peu parlé. Nous avons 80 groupes locaux en France, et c'est cette organisation-là qui nous permet d'œuvrer, y compris au niveau d'un village où il s'en passe parfois de belles. Mais c'est aussi avec ces groupes locaux que parfois on soulève de sacrés lièvres. Par exemple, c'est une plainte, Jean-Noël en a parlé, c'est une plainte d'Anticor 06 en décembre 2012 qui a provoqué la perquisition dans une société qui allait devenir très connue, c'est la société Big Malion. C'est une plainte d'Anticor 06. Anticor n'est pas seulement une association qui dépose des plaintes, même si c'est l'aspect le plus spectaculaire de notre activité.
Anticor n'est pas seulement une association qui remet chaque année des prix éthiques, et je salue au passage la présence de Stéphanie Gibault qui avait reçu le prix éthique d'Anticor en 2015. Ce n'est pas seulement cela. C'est une association qui fait quelque chose dont personne ne parle et qui est pourtant notre force. À Anticor, on travaille, mais vraiment beaucoup, les dossiers. À Anticor, ce n'est pas le café du commerce où on dirait c'est tous les mêmes, il n'y a qu'à Faucon. À Anticor, on passe un nombre inimaginable d'heures à analyser les textes, à travailler sur les projets de loi, à éplucher les dossiers, à rédiger des rapports qui n'intéressent pas grand monde, il faut le reconnaître, mais au moins, quand on parle de quelque chose, on sait de quoi on parle. Et c'est sans doute cette crédibilité qui fait que nous soyons régulièrement auditionnés dans le cadre des projets de loi qui concernent bien sûr l'objet d'Anticor, c'est-à-dire la lutte contre la corruption. Et je voudrais remercier au passage mon vice-président Eric Alt, qui, un petit peu comme Jean-Noël Falcou, a été désigné volontaire pour représenter Anticor à toutes ces occasions. Oui, à Anticor, on travaille beaucoup et tout le monde travaille. Et pas seulement les juristes. Par exemple, vous savez ce que fait Jean-Noël Falcou dans la vie? Vous croyez qu'il est juriste, expert comptable? Pas du tout. Il produit des citrons et des pamplemousses. Des clémentines. Pour les commandes, vous voyez avec lui après. Mais vous voyez, Anticor, tout le monde est le bienvenu parce que tout le monde est citoyen. Alors j'ai l'habitude de dire que les universités d'Anticor sont différentes des autres, en tout cas celles des partis politiques, puisque nous y abordons des thèmes que les autres, bizarrement, n'ont pas vraiment envie d'aborder. Et pourtant, ce sont des thèmes essentiels pour établir la confiance entre les élus et les électeurs, et aussi pour renflouer les caisses, puisque nous payons tous très fort le prix de la corruption, le prix de la fraude fiscale, de l'exil fiscal, qui n'est en fait que de la fraude fiscale tolérée, sans parler du gaspillage d'argent public. Et puisque nous ne sommes pas très loin, j'ai une pensée très forte sur la Villa Méditerranée, si quelqu'un sait à quoi elle sert. Ça fait quand même 3 ans qu'on l'a construite, elle a coûté aujourd'hui 80 millions, on n'a toujours pas encore compris à quoi ça servait, et on l'a construit à côté du MUSEM, qui lui-même a coûté 160 millions. Voilà. Oui, nous payons le prix fort, et si l'argent rentrait dans les caisses comme il devrait normalement rentrer, non seulement nous ne serions pas en déficit, mais nous serions en excédent. Ça fait rêver. Le déficit de la France, c'est tout simplement le manque de volonté de se saisir à bras-le-corps de ces problèmes au niveau local, au niveau national, au niveau européen, et je pense à LuxLeaks, et même au niveau mondial, puisque nous tolérons aujourd'hui 30 paradis fiscaux. Si notre université n'est pas comme les autres, la mouture 2016 est particulière. Pourquoi? Parce qu'elle est organisée à quelques mois d'une échéance électorale majeure, l'élection présidentielle, qui, vous le savez, est l'élection phare de la Ve République, celle qui va donner le là de la politique pendant 5 ans. C'est donc maintenant qu'il faut aborder les sujets essentiels. Alors je vais vous faire une annonce qui va peut-être en décevoir quelques-uns, mais l'homme providentiel n'existe pas. Il n'a jamais existé. Et au regard de la cuvée 2017 des candidats qui s'annoncent, je peux déjà vous dire que ça ne sera pas encore pour cette fois. En réalité, l'homme providentiel, ce ne peut être que le citoyen. C'est à nous de trouver des solutions, c'est à nous de convaincre les élus, c'est à nous d'imposer nos solutions aux élus. Regardez ce qui s'est passé avec le recours d'Anticor contre les privilèges accordés aux anciens présidents de la République. Je crois qu'il est déçu. Il est déçu qu'on ait perdu au Conseil d'État lui aussi. Ce n'est pas grave, parce qu'au final, on a quand même réussi à créer un débat, à montrer l'exaspération populaire, et il semble que le président de la République va prochainement annoncer la baisse des privilèges des anciens présidents. On voit bien qu'on arrive à obtenir des avancées lorsqu'il y a une mobilisation citoyenne. Et c'est tout le temps comme ça que ça se passe. Rappelons-nous les beaux mots du général de Gaulle. Quand la lutte s'engage entre le peuple et la Bastille, à la fin, c'est toujours la Bastille qui finit par avoir tort. Et c'est parce que la clé, c'est le citoyen qu'Anticor a décidé, pour cette élection présidentielle, de s'adresser uniquement à lui. On va demander donc aux futurs électeurs de signer une charte éthique où l'électeur s'engage à ne voter que pour des candidats qui reprendraient les 10 propositions d'Anticor autour du non-cumul des mandats, de la transparence de l'action publique,
de la fin de certains privilèges complètement anachroniques, etc. etc. L'idée étant d'avoir autant de signatures que le fameux pacte de Nicolas Hulot en 2007, pour que ce thème cher d'Anticor devienne un enjeu incontournable à l'élection présidentielle de 2017. L'idée est de transformer la prime à la casserole théorisée par Philippe Séguin en prime à l'éthique. Et on peut y arriver. Et c'est pour débattre des idées, des propositions des uns et des autres qu'Anticor vous a invité autour de 3 tables rondes. Alors on aurait pu choisir des thèmes porteurs, comme le Burkini ou les Gaulois, mais nous avons eu l'audace de vous proposer des sujets moins importants comme les médias, la justice et la politique. Alors au regard de l'échéance électorale qui s'annonce, soyons s'il vous plaît à la hauteur du moment. Sachons répondre à l'appel de la République, car la République n'existe que s'il y a des républicains qui se battent pour elle. N'attendons plus que les élus montrent l'exemple. Montrons l'exemple aux élus. Car Gandhi avait tellement raison. L'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Je vous remercie. Alors pour nous aider à élever le débat, nous avons eu l'idée d'organiser, de vous proposer quelques discours d'anciens hommes, d'anciennes personnalités illustres, Alexis de Tocqueville, Victor Hugo et Jean Jaurès. Donc vous aurez un petit discours avant chaque table ronde. Donc j'appelle Jean-Emmanuel Frisac qui va nous lire un discours de Jean Jaurès qui a été proclamé devant la Chambre des députés le 8 février 1893. Après le scandale de Panama, vous voyez que ça ne change pas beaucoup. Il y a 123 ans, c'était le scandale de Panama. Aujourd'hui, c'est le scandale de Panama Papers. Ça n'a pas beaucoup évolué. Et je vous invite donc à écouter ce discours très instructif de Jean Jaurès. Je me permets de dire à l'honorable M. Cavaignac et à M. le Président du Conseil qu'il ne suffit pas d'apporter ici des protestations indignées. Ce n'est pas Juvénal qui est chargé de conduire les affaires du pays. Il ne suffit pas de flétrir et de dénoncer les scandales, il faut dire encore comment on entend les déraciner et en empêcher le retour. Eh bien, depuis quelques années, entre les intentions généreuses, honnêtes, qui viennent d'être exprimées ici, et la politique des gouvernements successifs, il y a une contradiction singulière. Que voyons-nous en effet? Qu'avons-nous constaté dans cette triste affaire de Panama? D'abord, je le dis nettement, que la puissance de l'argent avait réussi à s'emparer des organes de l'opinion et à fausser à sa source, c'est-à-dire dans l'information publique, la conscience nationale. Et puis, que constatons-nous, messieurs? C'est qu'il a surgi dans ce pays des institutions financières et capitalistes qui se sont emparées des chemins de fer, de la banque, des grandes entreprises, qui ont avoué avoir leur caisse de fonds secrets avec lesquels communiquer la caisse des fonds secrets gouvernementaux pour établir l'équilibre. Et enfin, quelle est la constatation la plus douloureuse qui ressort du procès qui a été engagé? Si dans toutes les affaires qui se sont produites, il était facile de faire le départ entre ce qui est honnête et ce qui est malhonnête, s'il était facile d'absoudre à coup sûr et de condamner à coup sûr, oui, la conscience publique serait aisément satisfaite. Mais ce qui la trouble, ce qui la bouleverse, ce qui vous obligera à chercher des solutions sociales nouvelles, pour rétablir la conscience humaine dans son équilibre, c'est précisément que dans l'ordre social actuel, avec le tour nouveau compris les entreprises et les affaires, le divorce grandissant de la propriété du travail, il est impossible de discerner sûrement l'honnêteté et la malhonnêteté, l'entreprise loyale de l'escroquerie. Ce que nous assistons à une sorte de décomposition sociale, où on ne peut dire que telle nuance s'arrête là où la probité légale, tandis que telle autre se rapproche de l'infamie. Je dis qu'il ne suffit pas donc d'apporter de vagues protestations d'honnêteté comme celle qu'apporte à la tribu M. Cavaignac, mais qu'à des solutions morales nouvelles, il faut donner comme sanction et garantie des solutions sociales nouvelles.
Merci Jean-Emmanuel Frisa et Jean Jaurès. J'appelle donc Monsieur Éric Alt, vice-président d'Anticor, pour la table ronde numéro 1 sur la justice.